On se lance maintenant dans la section 4.3 où on va parler ensemble de limites de précision. Donc ici, cette limite de précision-là, ou ces limites de précision-là plutôt, on comprend qu'elles vont arriver notamment à cause de la façon qu'on rentre un nombre en mémoire dans l'ordinateur. Évidemment, l'espace mémoire qu'on va allouer à un nombre en mémoire est pas illimité. On n'a pas infini d'espace pour rentrer un nombre en mémoire, on a un espace qui est limité. Cette limite-là va faire en sorte que ce sera impossible d'avoir une précision infinie. En fait, si jamais vous avez une représentation binaire qui a un nombre infini de décimales après la virgule, donc une représentation périodique, on va se retrouver avec un problème lorsqu'on va vouloir entrer cette représentation-là dans notre espace mémoire, parce que nécessairement, notre développement infini va dépasser l'espace qu'on s'est donné. Donc, le développement qui dépasse, donc ce qui est à l'extérieur de notre mémoire ordinateur, on va devoir le tronquer. On va devoir oublier cette partie de notre information-là. On va perdre cette information-là carrément par rapport à notre nombre. Donc, à partir de cette erreur-là ou à partir de cette troncature-là, on va nécessairement ajouter dans notre système une erreur, on va ajouter un manque de précision, on va se retrouver avec des valeurs qui sont arrondies. Le problème avec ces valeurs arrondies-là, c'est que selon l'ampleur de l'erreur qu'on ajoute, peut-être que notre réponse sera inacceptable, peut-être que le résultat sera inacceptable. On va voir plus tard dans ce chapitre-ci qu'il y a certaines erreurs notoires dans l'histoire des êtres humains par rapport à la précision d'un ordinateur qui ont coûté la vie de certaines personnes ou encore qui ont coûté des millions et des millions de dollars. Avant ça, on se donne un petit exemple pour bien voir qu'est-ce qu'on veut dire par l'erreur qu'on ajoute. Ensuite de ça, on ira définir qu'est-ce que c'est l'erreur et l'incertitude au point de vue mathématique pour l'utiliser appliqué ici à l'informatique. Donc, l'exemple qu'on se donne ici, ce sont des valeurs exactes qu'on va avoir arrondies à 4 chiffres après la virgule. Et ensuite de ça, on va voir qu'est-ce que ça donne en valeur tronquée lorsqu'on rentre ça en mémoire dans l'ordinateur. Donc, premièrement, la valeur 0,624371. Si on arrondit à 4 chiffres après la virgule, ici, comme j'ai un 7, mon 3 va devenir un 4. Donc, j'obtiens 0,6244. Par contre, cette valeur-là, si je la transférais en binaire et que je coupais ce qui était de trop derrière ma virgule, j'aurais une valeur tronquée ici qui serait 0,6243. Donc, c'est pas beaucoup, là. Je perds un dix millième de précision, mais ce 10 millième-là pourrait se répercuter beaucoup plus loin. Si on a des chiffres qui sont immenses ici, ce 10 millième-là pourrait être gigantesque comme erreur. On pourrait avoir aussi des arrondis qui fonctionnent. Hein. On pourrait avoir 17,348237. Si on arrondit ça à la quatrième valeur ici après la virgule, comme on a un 3, ben le 2 reste inchangé. Donc on obtient 17,3482. Et si on change ça en binaire et qu'on fait la troncature, on va obtenir exactement le même résultat. Donc dans ce cas-ci, notre arrondi, notre valeur tronquée vont concorder. Ça pourrait arriver. Mais c'est pas toujours le cas. On l'a vu avec le premier, puis on le voit aussi avec le dernier. Ici, si j'ai moins 5,677586, et là, il y avait d'autres chiffres, mais ils sont pas nécessaires ici. À ce moment-là, si j'arrondis à 4 chiffres après la virgule, mon 5 va devenir un 6, étant donné qu'on a un 8 qui suit. Donc, on obtient moins 5,6776, alors que la valeur tronquée, ce serait plutôt moins 5,6775. Donc, encore une fois, ici, on fait une troncature qui va changer la valeur qu'on va pouvoir utiliser dans nos calculs du point de vue informatique. Donc ça ici, ce ne sont que des exemples. C'est des exemples anodins. Là. Il n'y a rien de grave ici, on n'a pas de contexte, c'est pas si pire que ça. Mais on peut voir que dans certains contextes, des erreurs de ce genre-là, ça peut être très grave, ça peut coûter des millions de dollars à la personne qui a programmé la situation. Donc, ce qu'on conclut ici, ce qu'on retient de cette introduction-là, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une troncature, on va créer une erreur, on va créer une incertitude sur notre réponse, et à ce moment-là, cette erreur-là ou cette incertitude-là pourrait se propager et causer beaucoup de problèmes dans notre code informatique. Avant d'aller plus loin que ça dans l'erreur, on va aller définir cette erreur-là, justement, définir l'erreur et l'incertitude du point de vue mathématique, puis ensuite de ça, on pourra l'appliquer au point de vue de nos limites de précision. Allons-y d'une définition assez intuitive de ce qu'est l'erreur pour notre chapitre sur l'erreur et l'incertitude. En effet, intuitivement, vous êtes capable de vous dire que l'erreur qui va être commise quand on va faire une approximation, ça va tout simplement être la différence entre notre vraie valeur et la valeur qu'on va avoir obtenue dans l'approximation. Donc la différence entre ce qu'on voulait obtenir et ce qu'on a obtenu, c'est ça l'erreur qui a été commise. Au point de vue intuitif,
ça a beaucoup de sens, ça, ici, et c'est exactement ça qu'on va utiliser comme définition pour l'erreur absolue. Donc, on va se donner A, une approximation de la valeur réelle X, et là, à ce moment-ci, l'erreur absolue E indice A par rapport à notre situation, elle sera calculée de la façon suivante. Donc, on va prendre notre valeur réelle X et on va lui soustraire son approximation. Et de cette façon-là, on va avoir exactement l'erreur absolue qu'on va avoir obtenue, qu'on va avoir commise sur notre situation. Donc, quelle est la différence qu'on a obtenue entre la vraie valeur et ce qu'on voulait? Ça, c'est notre erreur qu'on va avoir commise et c'est une erreur qui est absolue. Intuitivement, c'est très facile d'obtenir cette formule-là, ce résultat-ci. Par contre, ce résultat-ci qu'on s'est donné pose un problème. En effet, notre erreur absolue ici, elle nous donne une valeur, mais elle nous donne pas l'information concernant cette valeur-là, à savoir est-ce que c'est grand comme valeur, est-ce que c'est une grosse erreur ou est-ce que c'est une petite erreur par rapport à ce qu'on est en train de calculer. En effet, on ne relativise pas notre résultat. Si vous faites le calcul, si vous faites l'exercice, une erreur de 25 sous sur un montant de 5 $, c'est pas mal plus grave qu'une erreur de 25 sous sur 1000 $. 25 sous sur 1000 $, on pourrait associer ça à un grain de sel. Mais 25 sous sur 5 $, on vient de parler d'une grosse partie de notre argent. Donc ici, on considère que l'erreur de 25 sous est plus importante sur 5 $ que sur 1000 $. Ici, ce qu'il va falloir faire, c'est relativiser nos erreurs, relativiser l'erreur absolue qu'on vient de calculer, en l'écrivant sous forme de pourcentage. On va construire ce qu'on appelle l'erreur relative. Donc, la définition qu'on se donne pour l'erreur relative, c'est la suivante. On va un peu de la même façon qu'avec l'erreur absolue. On a les mêmes valeurs. On va avoir A qui est l'approximation de notre valeur réelle et on va avoir X qui est la valeur réelle. À ce moment-là, l'erreur relative qu'on va noter E indice R va être calculée de la façon suivante. On va prendre l'erreur absolue, donc X moins A, et on va relativiser ça par rapport à la valeur de X. Donc, on fait X moins A divisé par X, et on prend la valeur absolue ici de ce résultat-là. Qu'est-ce que c'est la valeur absolue? Ben, ça veut dire que si le résultat il est négatif, on le ramène positif, et si le résultat il est positif, on fait rien, on prend directement ce nombre-là. Cette valeur absolue-là a pour but de toujours ramener tout à la positive. On veut toujours avoir quelque chose qui est positif pour éviter d'utiliser le négatif, pour éviter d'avoir un problème lorsqu'on fait des additions, par exemple. Et à ce moment-là, ben, notre erreur relative, il ne reste plus qu'à la ramener en pourcentage. Donc, on prend notre résultat en valeur absolue et on multiplie par 100%. De cette façon-là, on est certain d'avoir un pourcentage pour notre calcul. Donc, à ce moment-ci, on a notre valeur absolue qui va nous permettre d'aller chercher ce qu'il nous faut et ça va nous permettre de calculer ce qu'on veut pour notre erreur relative. On fait des exemples. On va voir que plus on augmente la précision de A, plus notre erreur relative diminue. Et c'est ce qu'on veut lorsqu'on est en train de travailler avec des erreurs relatives. Donc, on y va ici. En A, notre première valeur d'approximation est 17,34 pour la valeur réelle X qui est 17,348237. À ce moment-ci, notre erreur X moins A, vous allez prendre la grosse valeur de X et vous lui soustrayez la valeur de A. Donc, dans ce cas-ci, on va obtenir 0,008237. C'est cette erreur-là qui est l'erreur absolue. Nous, ça nous intéresse plutôt d'aller chercher la valeur relative. Donc, l'erreur relative, ce sera la valeur absolue de cette valeur-là, 0,00837, divisé par la valeur de X qui était 17,348237, qu'on multiplie par 100%. Dans ce cas-ci, on obtient environ 0,0475%. Faites le calcul sur votre calculatrice, c'est ce que vous devriez obtenir. Donc, on a une erreur qui est relativement petite. 0,0475, on est en bas de 0,1%. On est vraiment petit dans ce cas-ci. Mais ça ici, c'est pas encore ce qu'il y a de mieux. Si on augmente un petit peu notre précision, on ajoute un chiffre après la virgule de plus, mais on va se rendre compte que notre erreur relative va être diminuée quand même de pas mal. On va la diminuer là d'environ 4 fois ce qui est ici. Donc, on y va avec notre deuxième exemple. Dans ce cas-ci, E de A. Toujours le même principe. On va soustraire 17,348 à 17,348237. Il va nous rester 0,000237.
Cette valeur-là, c'est l'erreur absolue. Si on la ramène en relative, on va obtenir la valeur absolue de 0,000237 divisé par 17,348237. On n'oublie pas de multiplier par 100%, bien entendu. Et ici, on obtient environ 0,00137%. Et là, même que je vous ai dit qu'on divisait par 4, mais c'est encore plus petit, c'est plus par 40 qu'on a divisé. Donc, notre erreur est rendue beaucoup, beaucoup plus petite que ce qu'on avait précédemment en A. Mais ça, encore une fois, c'est pas parfait. On pourrait avoir mieux que ça. On pourrait aller avoir plus de précision si on ajoute encore une fois un chiffre après la virgule. À ce moment-ci, l'erreur toujours égale à x moins a, ça va nous donner 0,0000037. Donc, on est rendu à quelque chose de pas mal petit pour notre erreur absolue. On va quand même aller chercher l'erreur relative à ce moment-ci, valeur absolue de 0,0000037, qu'on divise par 17,348237 et qu'on multiplie par 100%, bien entendu. À ce moment-ci, vous faites ce calcul-ci et vous allez obtenir 0,0000213%. Donc, encore une fois, on ajoute un zéro après notre virgule. On est rendu à une incertitude qui est, ou plutôt une erreur relative qui est de plus en plus petite. On s'approche de quelque chose qui est minime, là, qui est négligeable carrément ici. Qu'est-ce qui se passe si on ajoute encore une variable, un chiffre après notre virgule? Ben ici, notre erreur absolue devient 0,0000007. Ça ici, c'est notre erreur absolue qu'on va réutiliser dans notre erreur relative. Donc 0,000007 divisé par 17,348237 qu'on multiplie par 100% encore une fois. Et ça ici, ça nous donne combien? Ça nous donne environ 0,0000403. Encore ajouter un zéro après notre virgule là, avant de commencer à avoir notre pourcentage. On est rendu ici là, à quelque chose qui est minuscule. On a presque plus d'erreur qui est commise par notre arrondissement ici. Donc, plus on ajoute de précision à notre valeur approximative, meilleure va être notre erreur, plus on va être proche de 0% pour notre erreur relative. Ceci étant dit, il nous reste encore une notion à aller vérifier. Il nous restera à aller voir l'incertitude, ou plutôt l'intervalle d'une valeur, l'intervalle de l'approximation d'une valeur. Donc, on va aller définir ce que c'est l'incertitude. On va aller voir l'incertitude absolue. On va aller voir aussi l'incertitude relative. Et ensuite de ça, on aura fait le tour de ces deux définitions-ci. Là, jusqu'à maintenant, on avait toujours notre valeur de x, et ça fait en sorte que c'est super facile d'aller calculer notre erreur. Si on connaît x et qu'on connaît notre approximation, on a juste à faire une soustraction, et voilà, on a l'erreur. Par contre, ça, dans la vie, c'est pas toujours le cas. Parce que la valeur de x, c'est souvent ce qu'on essaie d'obtenir. On connaît pas x, donc on est en train d'approximer ce que va valoir x. À ce moment-là, on va pas avoir l'erreur commise, on va plutôt avoir l'incertitude par rapport à notre approximation. Ce que ça va être, l'incertitude, c'est une méthode, une façon d'aller chercher un intervalle de valeurs dans lequel on est certain qu'on peut retrouver x. On est certain à un certain pourcentage, on n'est pas absolument certain de l'avoir, là. Il y a toujours une possibilité de s'être trompé quand même avec ça. Ceci étant dit, on va quand même définir ce que c'est notre incertitude. On va avoir deux types d'incertitudes, absolue et relative, de la même façon qu'on avait pour les erreurs, et ces incertitudes-là vont nous permettre d'aller chercher d'autres informations concernant notre valeur x dans notre ordinateur. Donc, on commence par l'incertitude absolue. Cette incertitude-là, on va la noter delta A. Donc, dites-moi pas triangle A, c'est pas un triangle, c'est la lettre grecque delta. Donc, ça ici, c'est une lettre en mathématiques qu'on utilise très souvent, et ce delta A-là, c'est ce qu'on va utiliser pour représenter l'incertitude absolue. Delta, ça fait souvent référence à variation, donc de là, l'incertitude ici, ça varie selon le résultat qu'on obtient. Ce delta A-là va représenter quoi? Ben, il va représenter l'écart maximal qui va être possible d'obtenir entre A et la valeur réelle X. Donc, c'est un petit peu l'erreur maximale qu'on se permet de commettre pour trouver
notre valeur x en faisant notre approximation par la valeur a. À ce moment-là, on peut représenter a plus ou moins son incertitude. Donc, a plus ou moins son incertitude, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va aller chercher a moins son incertitude jusqu'à a plus son incertitude. Et entre ces deux valeurs-là, on devrait retrouver la valeur de x selon l'approximation qu'on a faite. Donc, ça nous permet d'aller chercher un ensemble de valeurs qui va nous permettre de trouver notre valeur réelle x. À ce moment-là, on peut aussi définir ce qu'on appelle l'incertitude relative. Certitude relative, encore delta A pourcentage cette fois-ci, ben là ici, ça représente quoi? Ça représente notre même écart, mais en pourcentage ici, pour pouvoir s'indiquer un petit peu plus qu'est-ce que ça veut dire au point de vue de la grandeur de notre valeur A. Donc, le calcul ressemble énormément à l'erreur relative. On va aller chercher l'erreur delta, l'incertitude delta A. On va ramener ça sur la valeur de A. On met ça en valeur absolue pour être certain que ce soit positif. Et on a fois 100% par la suite pour obtenir un pourcentage en bout de ligne ici. Donc, avec ceci, on a tout ce qu'il faut pour construire, pour trouver les erreurs dans nos ordinateurs. On va se donner un petit exemple quand même de l'incertitude absolue, puis ensuite de ça, on ira voir la limite de précision dans notre représentation des nombres. Donc, allons-y avec l'exemple suivant. On se donne la valeur A qui vaut 12,3456 et on sait que notre valeur x va être comprise entre 12,3456 et 12,3457. C'est des informations qu'on s'est données sur le problème qu'on était en train de faire. Ici, faites attention, l'intervalle qu'on se donne ici, c'est pas l'intervalle qui est issu de notre incertitude, c'est un intervalle qui a été tronqué aussi. On n'est pas allé plus petit que 12,3456 parce qu'on est certain que la valeur de x est plus grande que 12,3456. À ce moment-là, ce que ça veut dire, c'est que pour trouver delta A, il va falloir aller chercher la différence entre nos deux bornes ici pour savoir quel est finalement l'écart maximal que x peut prendre par rapport à la valeur A. Donc ici, pour trouver delta A, on va faire 12,3457 moins 12,3456 et on va obtenir ici une incertitude absolue de 0,0001. Donc, on a une incertitude absolue de 0,001, ce qui veut dire que x va être environ égal à 12,3456 plus ou moins 0,0001. Ici, vous retrouvez ce qu'on avait écrit tout à l'heure du A plus ou moins delta A. Ça veut dire que notre valeur réelle de x on va être capable de la retrouver avec cette information-là ici. En plus de ça, nous, on a quelque chose de plus. On peut aller chercher le minimum qui est à 12,3456. Ici, on le demande pas, mais on fait juste l'analyser. On sait que ici, on pourrait enlever le moins dans ce cas-ci, mais on le fait pas. On le garde ici pour garder la notation de l'incertitude puis de l'intervalle de confiance pour notre x. À ce moment-ci, on pourrait s'intéresser au pourcentage d'erreur, au pourcentage de notre incertitude. Donc ici, on va aller chercher delta A pourcentage. Ici, ce sera égal à delta A sur A en valeur absolue fois 100%. On connaît delta A comme étant 0,001, 0,0001, pardon, et la valeur de A, 12,3456. Il ne nous reste plus qu'à multiplier par 100%, lorsqu'on va avoir fait notre division ici. Donc, cette division-là, multipliée par 100%, ça vous donne environ 0,00081%. Donc, on a trouvé que l'incertitude de notre valeur A, selon les informations du problème, était 0,0001. Et on a trouvé que son incertitude relative, donc par rapport à la grandeur de notre chiffre, ça représentait 0,00081%. Donc, c'est une toute petite erreur par rapport à ce qu'on était en train de faire ici. Ceci étant dit, on n'ira pas plus loin que ça. On comprend c'est quoi le principe d'erreur, on comprend c'est quoi le principe d'incertitude. Il nous reste plus qu'à aller l'appliquer dans un contexte plus informatique. Donc, on va laisser ça de côté. Nous, on va aller dans la section 4.3.2 où on va parler de la limitation ou des limites de précision de nos représentations de données en mémoire.